on les a bien trouvés. Oui, oui, j'ai entendu que tu testais bien le micro. Le test du micro, c'est toujours un peu rigolo aussi. Donc, eh bien, bonsoir à tous. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir, merci d'être là ce soir. Merci d'être là pour Gwenaëlle Aubry, qu'on est vraiment très honorés, très heureux, enfin, en tout cas pour moi, très heureuse de recevoir ce soir. C'est Gwenaëlle que je lis depuis longtemps maintenant et que j'aime. Voilà, j'aime ce qu'elle écrit. Et donc, Zone Basile, qui est un formidable roman. Et donc, juste un petit rappel des prochaines rencontres. Donc, il y a des papiers, hein, je vous en donnerai. Donc, le 19 mars, Marie Mimier, qu'on avait reçue pour... Ah oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Oh, je ne me rappelle plus. On est très fort. Bref, en tout cas, c'est pareil, une autrice formidable qu'on adore. Le côté obscur de la reine que je suis en train de finir, là, qui est vraiment un très beau livre aussi. Puis ensuite, nous aurons une petite parenthèse avec le père Guy Emmanuel Carton. Oui, alors là, c'est une rencontre qui sort un peu de ce qu'on fait d'habitude. Donc c'est moi qui vais la faire, ça va durer moins d'1 heure, mais c'est pour l'ostension, parce que vous savez, il y a la Sainte Tunique qui sort à Argenteuil, qui est montrée tous les 50 ans, là. Enfin, voilà, et donc du coup, un peu plus souvent maintenant, on est bien d'accord, elle sort beaucoup plus souvent qu'avant. Mais donc du coup, le père Carrier est celui qui organise tout ça, et donc il a fait quelques écrits autour de ça, d'où notre projet de partenariat, dira-t-on. Voilà. Voilà, puis ensuite, bon, il y aura le salon d'Aubonne, mais ça, c'est un salon de littérature jeunesse qui a lieu à Aubonne tous les ans, dont nous sommes le libraire partenaire depuis maintenant pas loin de 30 ans. Voilà, ça ne nous rajeunit pas. Et puis, nous aurons le 2 avril Philippe Forest, que nous avons reçu déjà 2 fois, et qui est pareil, un auteur qu'on adore et qu'on soutient et qu'on reçoit régulièrement à la librairie. Et puis, pour finir jusqu'au mois d'avril, quoi, avant les vacances de printemps, Céline Laperto, qui, elle, arrive au presse-papier. On le connaît moins, mais une rencontre formidable avec son éditrice, qu'on aime beaucoup aussi. Voilà pour les rencontres. Et donc, le livre de Gwenaëlle, Zone Basile, alors c'est un livre très... c'est une sorte d'ovni littéraire, quelque part. L'histoire du confinement, mais surtout l'histoire de 8 personnes saisies, sidérées par l'annonce du président, comme nous-mêmes l'avons été d'ailleurs, hein, et qui se retrouvent donc confinés. Et bon, le livre se développe en plusieurs parties. Il y a l'annonce, il y a tout de suite après le confinement, tout de suite après le confinement, puis ensuite quelques mois ensuite après. Et on suit ces 8 personnages, et avec des personnages auxquels on s'attache. Moi, je pense à Georges, je trouve qu'il y a un personnage formidable qui est, voilà, entre autres. Et puis, donc, un livre sous les airs de la vie mode d'emploi de Pérec, bien sûr. Mais ça, je pense que vous allez en parler tout de suite. Voilà, merci beaucoup encore, Gwenaëlle. Et puis, je vous laisse pour la rencontre. Merci beaucoup pour votre accueil. Bonsoir. Bienvenue encore une fois, chère Gwenaëlle Aubry. Alors, c'est un grand honneur pour moi de vous rencontrer ici, parce que j'ai beaucoup d'admiration pour vos livres, et vous étiez vraiment une des auteurs phares vous, en tout cas, de chez Gallimard et avant de France, enfin bon, c'est un peu la même maison. Et
particulièrement pour ce livre qui, comme on disait tout à l'heure en bavardant, est très romanesque, est vraiment un livre tout à fait à la fois stimulant intellectuellement, qui est drôle, qui remue beaucoup de questions, et qui est un livre vraiment lisible par tout lecteur. Je précise que vous n'êtes pas seulement romancier, vous êtes aussi philosophe, chercheuse, vous êtes une grande spécialiste de Plotin, visiblement, et il y a d'ailleurs dans ce livre un personnage absolument irrésistible qui est une étudiante en philo et qui fait beaucoup d'analyses sur ce qui se passe, qui réfléchit beaucoup à ce qui se passe pendant son confinement, et on parlera peut-être un peu tout à l'heure si vous voulez. Je rappelle quelques titres très rapidement, vous avez une grande bibliographie, mais parmi les œuvres littéraires notamment l'isolé et l'isolement, qui sont deux textes qui se sont suivis à un an d'écart, 2001 et 2002 je pense, quelque chose comme ça, et qui sont fondés, vous êtes inspiré un peu de l'histoire de Florence Ray, je crois, qui est vous savez, Florence Ray, si vous vous souvenez, il y a eu un fait divers dans les années 90, 95, je pense, quelque chose comme ça. C'est une fille que j'ai croisée à la fac de Nanterre, elle était à la fac de Nanterre, et qui a fait une équipée meurtrière avec son petit ami, vous savez, un soir. Oui, parce que sa mère travaillait avec nous. Ah bon? Ah, Oui. Ainsi que Paul-Éluard. Ah bon? Ah, d'accord. Et ouais, pardon, ouais. Et on peut pas dire ça. Enfin bon. Je fais une petite parenthèse parce que c'est un livre un peu ancien, mais de toute évidence vous connaissez bien. Et moi, j'ai pas voulu Florence Ray vivante, et je pense que c'est à elle qu'il appartient de raconter son histoire si elle souhaite le faire un jour. À l'époque où j'ai écrit le livre, elle était en prison, elle a pris 20 ans ferme, elle était incarcérée à Rennes pendant des années. Donc c'est vrai que le point de départ de ce livre, ça n'est pas son histoire en fait, c'est vrai que c'est cette photo d'elle, ce cliché d'identité judiciaire qui a beaucoup circulé, qui m'avait beaucoup frappée, parce qu'il y avait quelque chose de complètement, de visage de Madone avec la pommette éclatée, et c'était surtout ce qu'un psychiatre avait dit à l'époque de son silence, de son mutisme radical. Et en fait c'est cette question de mutisme le mystère de ce mutisme qui m'a propulsée dans l'écriture du roman. Tout ça est ancien, donc vraiment je dois revisiter ce processus-là. Mais je me suis interdit de raconter son histoire et de calquer ses faits, parce que je pense que ça ne m'appartient pas. Donc j'ai tout déplacé vers une autre période, vers la question du mouvement des sans-papiers, du troisième collectif de sans-papiers, dont j'étais proche à l'époque. Voilà. C'est vrai que le point de départ, c'est cette photo d'elle. Cependant, si je puis me permettre, les thèmes de l'isolé, de l'isolement, du mutisme, enfin ce que vous voulez dire, se retrouvent à quelque chose à voir avec ce qui se passe dans ce roman. C'est une chose qui court votre œuvre. D'autres types, personne, ça c'est un livre que j'ai beaucoup aimé, je vous le disais, qui a eu d'ailleurs le prix Féminin. Qu'est-ce qu'il y a La folie Elisa, formidable. Et Saint-Phal, plus récemment, qui est un livre sur un portrait. Vous m'entendez? Sur Niki de Saint-Phal, qui est apparu en poche également. Ah, d'accord. Bon, pour Zone Basse Vie, simplement deux mots avant de faire peut-être une petite lecture. La première chose qui nous intrigue dans ce... enfin, qui m'a intrigué en tout cas dans ce roman, c'est tout simplement son titre, Zone Basse Vie. Alors peut-être vous expliquerez tout à l'heure exactement ce que c'est. Et je dirais, pour ma part, que c'est un livre, on a dit que ça se passait pendant le premier confinement. Ça commence avec le premier confinement. Mais c'est un livre où j'ai eu le sentiment très fort
de l'anormalité du quotidien, de l'anormalité de ce qui paraît normal, quoi. Et en un sens, toutes les personnes de ce livre, enfin quasiment, ont des vies normales, mais complètement, justement, complètement détraquées, complètement anormales. Et d'autre part, on a beaucoup dit que c'était un roman sur le confinement. Je ne sais pas si on peut vraiment le définir comme ça. Moi, j'ai eu le sentiment, en fait, d'un roman, enfin, d'une fiction qui s'empare du confinement, mais pour réfléchir sur d'autres choses, et notamment, ce qui apparaît beaucoup plus clairement d'ailleurs quand on arrive à la fin du livre, notamment sur la création romanesque, sur le roman lui-même. Il y a derrière ces échafaudages de zone basique, parce que zone basique, c'est des échafaudages qui est devant un immeuble en construction, en rénovation. Se passe quelque chose qui est en train de se construire et qui apparaît à la fin. Je me suis dit, cette chose, c'est peut-être aussi le roman. Oui, merci beaucoup. Non, c'est vrai qu'il n'y avait pas un roman sur le confinement, c'est un roman sur la pandémie qui engage pas seulement le confinement, mais aussi le déconfinement, mais aussi et surtout une crise totale qui a opéré à une dimension complètement inédite, enfin, qui a frappé le monde entier, et puis qui a affecté très profondément notre façon d'être ensemble, notre langage, nos gestes, notre rapport au pouvoir. Donc il y avait c'est cette dimension en fait oui, cette dimension complètement démesurée de l'événement que j'ai essayé de ressaisir, de diffracter en même temps à travers plusieurs personnages. Quand c'est arrivé, j'ai eu, comme beaucoup, je pense, un effet de sidération, l'impression de vivre quelque chose de complètement inédit et contre quoi je n'étais pas armée. J'ai su très vite que j'allais devoir écrire sur ça, parce que le roman, l'écriture sont vraiment pour moi un instrument de survie, au sens où c'est ce qui me permet justement de sortir de la sidération, de retrouver du mouvement, de retrouver du temps, de retrouver du désir par-delà les instants arrêtés, par-delà les espaces clos. Toute la question pour moi, à travers ce livre, à travers son écriture d'abord, et puis la construction, etc., c'était effectivement comment relancer le désir, comment retrouver de la vie, comment s'en sortir, comme dit Grazinuka, comment sortir de ce qui s'est passé là, et autrement que zombie. J'entends résonner le mot zombie dans ces trois mots, zone basique, qui font titre. Oui, effectivement, une zone basique, ce sont des modules de ces habitations où logent les ouvriers quand se construit un chantier. Et pendant toute cette période-là, j'écrivais encore Saint-Phal, et ça m'a beaucoup aidée d'ailleurs, parce qu'elle est vraiment de bonne compagnie. C'est quelqu'un de profondément vivant, et je traquais justement à travers ce livre sa puissance de métamorphose, sa puissance de renouvellement permanent. J'ai intégré un tout petit peu la pandémie à Saint-Phal, mais ça ne suffisait pas. Et en même temps, je ne savais pas comment en parler. Aussi parce qu'à l'époque, j'avais perdu foi en la fiction, en fait. J'avais l'impression que le réel déjà délirait. J'avais l'impression de revivre une mauvaise fiction que je n'arrivais pas à identifier, une dystopie dont je n'avais pas la clé. J'avais l'impression que le réel bégayait. Je voyais en même temps paraître des journaux de confinement, et cette forme-là ne me paraissait pas adéquate, parce qu'il me semble que les journaux de confinement finalement confinent au carré, ne font qu'enfermer encore plus à l'intérieur du moi, à l'intérieur du jeu. Or, tout l'enjeu, pour le coup, consistait pour moi à travers ce livre, et bien justement à déconfiner, à rouvrir les murs, à faire entrer le monde dans les chambres,
à faire résonner en fait le pan de pandémie. Pan, ça veut dire tout. Alors, on a tous été frappés. Pour certains de façon, tant mieux, de façon finalement indolore, pour d'autres de façon extrêmement douloureuse. Mais ça a laissé, oui, ça a laissé en tous des traces très très profondes. Et ce qui est étrange, c'est que, et ça je le mesure aussi en accompagnant ce livre, ce qui est étrange, c'est que ces traces-là, on les a très fréquemment, la plupart du temps, refoulées, ou même, et plus encore, il y a quelque chose qui est vraiment de l'ordre du déni. Enfin, on a beaucoup oublié. La mémoire de cette période-là est très confuse et brouillée, parfois même absente, comme après un trauma. Et là où les psychanalystes, les enseignants aussi, beaucoup m'ont parlé des effets de cette période sur des enfants, y compris très jeunes, mesurent ce qui s'est passé, on peut se heurter ailleurs à une forme, là encore, de déni ou de refus. Donc c'est vrai que j'ai eu besoin, pour moi, mais pas seulement aussi, de retraverser ça pour cette fois en sortir vraiment, parce que comme avec tout trauma, je pense qu'il faut le revisiter et mettre des mots dessus pour en sortir, et pour en sortir vivant une fois de plus. Oui, et une chose avant que vous fassiez une petite lecture que vous avez que vous présenterez déjà, vous l'avez sélectionné, qui est, j'ai oublié de dire tout à l'heure que ce livre nous emporte aussi par son style, parce que c'est un livre particulièrement bien écrit, avec un vocabulaire extrêmement riche, avec des voix qui se mélangent toutes les uns les autres, puisque chaque personnage a sa propre voix, quoi. On n'a pas un seul narrateur qui nous raconte tout. On entend quelque chose de peut-être dissonant jusqu'à faire un chœur à la fin, quoi, finalement. On le disait. Mais peut-être, avant de poursuivre sur des questions, peut-être simplement lire un peu du texte. Oui. Justement, vous parliez de faire chœur, c'est vraiment l'un des enjeux du livre. Comment refaire chœur ensemble, comment refaire corps ensemble. Et c'est de ça qu'il est question là. Et c'est donc Kirsten, dont vous parliez tout à l'heure, Kirsten Pedersen, qui est l'étudiante du 4e étage, qui vit dans la chambre de bonne du 4e étage de l'immeuble. Kirsten lève les yeux de son écran. Une pluie fine frappe à la vitre, ranime, dans l'inquiétante douceur de la nuit, un souffle frais d'automne, floute le pan géométrique de lumière projeté par sa fenêtre sur l'immeuble d'en face, enveloppe la masse sombre d'un halo flottant, si bien qu'elle paraît osciller, à l'attache, dans l'eau étale d'un port. Un truc de malade ce samedi soir. Elle n'a même plus envie de croiser sur les applis de rencontre. Elle clique une nouvelle fois sur la vidéo de The Weatherman. Ce type assis tout seul, dans sa chambre, en Écosse, qui se filme en noir et blanc, entonne le chant a cappella en marquant le rythme de son poing fermé, le regard fixe, le visage dur sous son bonnet enfoncé jusqu'aux oreilles, chante tout seul en martelant sa cuisse de son poing fermé. Et soudain, cette fenêtre colorée qui s'ouvre à sa gauche et cet autre qui le rejoint. Visage poupin, chemise rouge de bûcheron, carrure de footballeur américain, qui le rejoint, et, les yeux clos, reprend le refrain d'une voix si grave qu'elle vibre dans les infrabasses. Puis cet autre encore, en t-shirt, debout sous un ventilateur dans une chambre baignée d'une lumière d'été. Puis un quatrième, un cinquième, avec une barbe rousse et un pull irlandais, un sixième, dont le buste drapé dans un châle gris et les longs dreadlocks tendent devant une bibliothèque oblique. Et alors, dans le rectangle d'une nouvelle fenêtre, une fille au soprano cristallin, puis une autre encore, qui ne chante pas, mais dont le violon accompagne toutes les voix. Ils sont bien plus de 6 désormais à être mis en présence, seuls dans leur chambre avec leurs portables et leurs écouteurs, seuls aux 4 coins du monde encadrés par ces fenêtres qui, une à une, ouvrent sur son écran une perspective infinie. Simultanément séparés mais réunis par le chant, leurs voix éparses s'accordaient en une harmonie de plus en plus riche, de plus en plus pleine, si bien qu'elle voudrait que ça ne cesse jamais, que d'autres fenêtres s'ouvrent sur tous les continents, qui apparaissent des myriades de jeunes visages, inconnus, graves, vivants, et qu'à force il arrive,
ce fucking weatherman, avec son sucre, son thé, son rhum et ses mèches blondes à la Kurt Cobain, qu'il arrive et les embarque tous. Fini le stop and go, le confinement et le reconfinement, les projets de loi et le fichier mars 2020, les monstres marins et le Léviathan. On arrête avec tout ça. Soufflez, les gars, soufflez, et venez avec moi. Mon rhum est bon et mes flancs larges. On se barre, on lève l'ancre, on prend congé et on s'en va. We take our leave and go. Le récit s'ouvre, enfin la première information qu'on a en commençant la lecture, ce sont des informations sur le temps. Le livre semble séparé en 3 saisons, qui ne sont pas des saisons naturelles, mais disons les saisons du confinement. Voilà, confinement, et aussi pour qu'on comprenne bien la parenté avec le livre de Georges Perec, la ligne d'emploi, des sortes d'instantanés, c'est-à-dire la date précise et l'heure nous est donnée, et là on voit ce que tous les 8 personnages, enfin quasiment, font à ce moment-là, ce à quoi ils pensent et comment finalement ils vivent cet instant. Et je me demande, je ne sais plus, voilà. Oui, voilà, parce qu'ils vivent la même chose, mais c'est pas identique, quoi. Le même n'est pas l'identique, quoi. Et je me demandais si ça n'était pas d'une part peut-être des instantanés, et autant que des portraits ou des coupes comme on voit sur les coupes d'immeubles comme ça, et si ça ne donnait pas aussi l'impression que les notions du temps changent, les repères du temps changent. Pourquoi? Parce que par exemple on a un personnage qui est un vieil helléniste qui vit de plus en plus dans le passé, les autres gens, leur présent semble arrêté, les autres ont quelques doutes sur leur futur, et finalement je me demandais si dans ce livre, dans ce roman, c'était pas le présent qui se fige, le passé qui revient et le futur qui s'éloigne, quoi. Oui, absolument, merci. Oui, c'est notre rapport au temps, enfin, je ne sais pas comment vous l'avez vécu, mais toutes les coordonnées étaient complètement bouleversées, et même si ça se passait, même quand ça ne se passait pas trop mal, enfin, qu'est-ce que c'est qu'un temps sans futur ni projet? Qu'est-ce que c'est effectivement qu'un présent qui toujours se répète? Et qu'est-ce qui surgit du même coup dans ces répétitions? Alors c'est vrai que chez chacun, ça se conjugue différemment. Vous évoquez le personnage de Georges, qui est un ancien enfant caché. C'est l'enfant caché que le premier discours, que cette métaphore guerrière, c'était même pas une métaphore, nous sommes en guerre, c'est l'enfant caché que tout à coup ça vient chercher chez lui, ce discours vient chercher chez lui, ce mot de guerre vient chercher chez lui, et qui va peu à peu se réveiller. Donc chez certains, en effet, ce sont des hantises qui un passé encore un passé très obscur et enfoui et pas encore assimilé. C'est ça qui va ressurgir. Chez d'autres, il en ira autrement. Mais ces effets-là m'intéressaient simplement parce qu'une fois de plus, ce sont des expériences très très bouleversantes. Alors j'ai eu après, des gens m'ont raconté des histoires, l'histoire le père de quelqu'un m'a parlé de son père qui avait vécu la guerre, et que ces mots-là, nous sommes en guerre, ont littéralement plongé dans une crise psychotique. Bon. Et ce qui m'apportait, c'était vraiment, vous voyez, plus de diffracter, raconter mon Covid, que j'ai été malade tout de suite. Enfin, bon, voilà. Ça ne m'intéresse évidemment, ça ne m'intéresse pas. C'était aller contre cette injonction que je trouvais assez angoissante. Elle faisait partie pour moi de l'angoisse de cette période. Cette injonction
à rester entre proches. Alors oui, je suis restée chez moi, oui, j'ai obéi, mais je ne crois pas que la littérature soit un lieu où rester chez soi. Je crois que la littérature est vraiment faite pour ne pas rester chez soi. Et que si on n'y cherche pas justement un lieu où se déconfiner, où ouvrir grandes les frontières, eh bien, il y a peu de chances pour qu'on les ouvre à l'extérieur des frontières. Bon, et dans le monde qui est en train de se fermer, là, la littérature est encore l'un des rares lieux où on puisse se déloger, comme disait Kafka. Écrire ne loge pas en soi. Et donc oui, j'ai cherché à tous les déloger, si bien que vous parlez de ces 8 là dans l'immeuble, mais en fait chacun d'entre eux est aussi lié à une région du monde. Il s'agissait aussi à chaque fois de lier une chambre à... Donc vous parlez du temps, comment ouvrir le présent, en effet, à ces autres dimensions-là, mais il s'agissait aussi d'ouvrir l'espace. D'ailleurs, à propos de ces 8 personnages dont on pourra dire un petit mot, si vous voulez, tout à l'heure, pour que les gens les connaissent, ce sont 8 représentations, enfin 8 perceptions différentes de la réalité, 8 langages différents, 8 façons de penser, et peut-être aussi surtout 8 corps. Et je me demande si ces 8 personnages finalement dans le roman ne tendent pas à en faire qu'un, et j'aimerais vous l'interroger justement sur cette notion dont vous parlez dans un autre livre, du moi, que je ne dis pas de bêtises, oui c'est maintenant qu'il faut parler, du moi multiple dans le roman, c'est-à-dire pas seulement le roman où on dit il ou je, etc. Oui, merci beaucoup. Très rapidement, mais c'est vrai que c'est une question importante pour moi au moins depuis personne. J'avais été la réception de ce livre a été très belle, très chaleureuse, etc. Et en même temps, curieusement, le livre était toujours décrit comme un livre intime. Et de même après, quand j'ai publié Partage, on me disait sans cesse, mais est-ce que c'est... On me disait beaucoup, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est votre histoire, est-ce que vous êtes juif, est-ce que vous êtes arabe? Et il devient de plus en plus difficile de faire entendre en fait que je n'est pas forcément moi et qu'on peut dire je avec les autres. Je le mesure vraiment de livre en livre. C'est plus présent en France, à l'étranger ça peut être un peu différent, mais tout se passe comme s'il y avait cette espèce comme si le champ littéraire se confinait. Alors je crois qu'on écrit, et plus généralement qu'on ne crée qu'à condition de ne pas faire bloc avec soi, comme dit Henri Michaud, à condition de faire droit à la foule intérieure qui nous habite tous, qui gronde et murmure et gémit en tous. Je pense que la chambre à soi depuis laquelle on écrit, et ça Virginia Woolf le savait ô combien, la chambre à soi depuis laquelle on écrit, bien justement, n'est pas une chambre confinée, c'est une chambre ouverte aux 4 vents, et c'est une chambre dont l'auteur, l'autrice lui-même, elle-même n'a pas la clé. Mais la littérature n'est pas faite pour donner la clé d'une pièce intime, d'un confessionnal, enfin, n'est pas faite pour chuchoter des confessions et des secrets. Je pense une fois de plus que c'est un lieu où se déloger, c'est un lieu... voilà, c'est une maison ouverte aux 4 vents, comme la maison de la folie Elisa, comme la maison des feuilles du merveilleux Marc Danielewski. Enfin, voilà, la littérature, voilà, doit être, et un livre doit être un lieu où sans cesse surgissent comme dans la maison des feuilles de Danielewski, des escaliers infinis, des pièces inconnues, et voilà. Donc c'est vrai que c'était important pour moi aussi dans Zone Basique, peut-être plus encore, puisqu'il s'agissait justement d'aller contre le confinement, pas au sens, vous avez compris, c'est pas un essai critique pour ou contre le confinement, on a été confinés, on n'avait pas le choix, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui nous est arrivé, mais d'aller contre une littérature confinée finalement. Et donc, j'ai travaillé avec des contraintes invisibles, on parlera peut-être de Pérec, comme vous l'avez déjà évoqué,
tout cela, là, ces 8-là, ne disent je qu'à la toute fin. C'était important pour moi qu'ils ne puissent dire je qu'une fois justement retrouvé les autres et l'extérieur. Qu'ils ne retrouvent un dedans, une intériorité, qu'une fois retrouvé l'extériorité. Et effectivement, vous avez raison, effectivement à ce moment-là, ils se mettent à faire cœur, ils se mettent à faire corps, parce que leur... c'est à travers la langue en fait qu'ils se relient. Bon, je ne peux pas en dire plus, c'est pas tellement un suspense non plus, mais bon, c'est vrai que le livre s'est construit comme ça. Ils sont séparés. Il y avait des enjeux par ailleurs artistiques et ludiques aussi qui étaient vraiment intéressants. Parce que il y avait d'abord cette question-là, comment raconter un événement radical, mais qui en même temps pour beaucoup, pour ceux qui ont eu la chance d'être épargnés, c'est traduit par l'absence d'événements et par l'absence d'histoire. Comment mettre en histoire l'absence d'histoire? Bon, en vérité, il s'est passé plein de choses. C'est-à-dire que vous le disiez tout à l'heure, sous ces vies apparemment immobiles, il y a des bouleversements très 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 profonds, des choses très profondes se jouent. Comme ça a été le cas pour beaucoup, pour vraiment beaucoup à cette période-là. Donc comment mettre en histoire l'absence apparente d'histoire, mais aussi comment relier ce qui est séparé. Alors, chacun est là, dans sa cellule, atomisé, dans sa chambre, dans son appartement, ils ne se croisent pas même. Donc comment faire roman avec ça? Comment justement recomposer une petite foule avec ça? Donc il fallait pour chaque partie inventer un nouveau jeu, JEU, un nouveau principe de liaison. Et à la fin, vous avez raison, ça n'est qu'à la fin que le lien se construit vraiment et se construit à travers le langage. Il faut dire que tous ces personnages, la première date qui nous est donnée, correspond au soir où le président de la République fait un discours où il dit « nous sommes en guerre hein, ». C'est contre la maladie, bien sûr. Parmi ces personnages, on peut peut-être les présenter rapidement si vous voulez bien. Il y a par exemple une petite fille qui s'appelle Livia, qui vit d'ailleurs beaucoup dans les escaliers, etc. Enfin bon, qui va plus à l'école, évidemment, enfin qui lui manque beaucoup. Et ce qui lui manque, alors là, on retombe sur ce que vous dites bien, finalement, c'est la part du jeu, quoi. Oui. C'était tous les. Je sais pas si vous vous souvenez, c'est l'une des choses qui m'ont, pardon, je vous interromps, c'est tellement important. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais les jeux dans les écoles primaires, y compris pour les maternelles, les enfants n'avaient plus le droit de jouer à certains jeux. Vous vous souvenez de ça? Et par exemple, les enfants jouaient à chat-ombre. Les enfants n'avaient plus le droit de se toucher comme nous. Mais qu'est-ce que c'est qu'être un enfant et de ne pas pouvoir toucher un autre enfant? Ce sont des choses complètement folles. Donc au lieu de se toucher, on touchait l'ombre. Voilà. Ça fait partie des choses, enfin voilà, une fois de plus, pour moi folles de cette période-là, et que j'ai besoin de mettre en récit, de mettre en mouvement. Ce sont vraiment, enfin, de même que l'abandon des rituels de deuil, ce sont en fait des ruptures anthropologiques très essentielles, très profondes. Pardon, je vous ai interrompu sur la question du jeu. Très bien. Non, c'était simplement pour présenter rapidement les personnages. Il y a ce Georges dont on a parlé tout à l'heure, qui d'ailleurs entretient une relation avec un amour son amour d'enfance, de jeunesse. D'ailleurs, j'ai noté une chose au passage qui a peut-être son importance, c'est que sur son écran de veille d'ordinateur, si je ne me mélange pas, il a mis la photo de Jane Seberg. Or, Jane Seberg, évidemment, pour nous tous, c'est à bout de souffle, et le Covid, c'est à bout de souffle. Merci. C'est ça que j'aimais bien. Merci, c'est magnifique. Et mon inconscient là-dessus. En tout cas, vous êtes bien plus explicite que mon inconscient. Merci. Et bon, il y a un couple qui est parti, lui, au début du confinement, et ils sont partis à la campagne. Et alors c'est drôle parce qu'on les connaît grâce à la description de leur appartement. On les rencontre pas tout de suite en tout cas, mais on devine qui ils sont à travers leur appartement. Ça c'est génial aussi. Il y a donc il y a Kirsten, cette étudiante
une chose dont je comptais parler plus loin, mais puisqu'on est sur elle, si je puis dire. Vous notez un moment, c'est une étudiante en philo, hein, alors elle, elle fait ses recherches, etc. Et en même temps, elle analyse, elle cherche à analyser avec les outils de son étude ce qui se passe. Et elle a une famille qui vit en Bretagne, je crois, quelque chose comme ça. À Fécamp, voilà. Et sa mère l'appelle par un diminutif. Au lieu de l'appeler Kirsten, elle l'appelle qui. Or, qui, eh ben, c'est qui. Et la réponse, qui, c'est personne. Personne, parce que vous savez, à cause d'Ulysse, le cyclope, etc., vous savez, quand le cyclope dit, tu demanderas qui t'a fait ça, bah, tu diras que c'est personne. Bon, d'accord. Un autre personnage qui est génial, en un sens, qui est un personnage romanesque d'une drôlerie terrible, qui s'appelle Emmanuel Mulin, qui est quelqu'un justement qui n'est pas dans le texte, qui n'est pas dans la lecture, mais qui est dans l'image et dans la répétition. Et alors lui, il gobe, si je puis dire, tout ce qu'il entend à la télé, et notamment tous les discours du président qui le fascinent et qu'il trouve merveilleux au début, et qui va évoluer au fil du roman, justement parce qu'il probablement s'explique mal le monde, par devenir un conspirationniste qui voit des complots partout, quoi. Je me suis demandé d'ailleurs si vous ne l'aviez pas, parce que pendant tout le roman, le président de la République est appelé le PR. C'est Mulin qui l'appelle comme ça, ouais. Et comme Mulin s'appelle Emmanuel... Mais il est persuadé que c'est à lui que s'adresse le président, mais il se trouve que j'ai j'ai appris après, le livre était déjà écrit et même imprimé, et a été brièvement nommé à de hautes fonctions un certain Emmanuel Moulin, dont je suis bien tombée. Mais oui, il me paraît important de ne pas laisser le regard critique sur ce qui s'est passé là, à l'extrême droite, au complotisme. Maintenant, comment faire pour... il était compliqué, ce personnage-là. Comment faire pour décrire cette logique-là, la suivre. Cette logique paranoïaque, c'est compliqué, parce que le paranoïaque intègre forcément l'adversaire à sa logique. Bon, je me suis amusée avec lui, il m'a quand même amené aussi vers des zones très très sombres, hein, vers vraiment le dark web et des zones très sombres, qui sont maintenant en pleine lumière aux États-Unis. C'est qu'il est aussi glisse peu à peu vers les mouvements suprémacistes américains, vers QAnon. Il a une passion pour... il est ébloui, de plus en plus ébloui par Donald Trump, et par un survivaliste qui existe, hein, d'ailleurs, un survivaliste américain. Là, on est en train de parler de politique, mais il est évident aussi que beaucoup s'est joué, mis en place à cette période-là, de ce qui nous saute maintenant au visage. Et c'est ça l'inquiétude que formule Kirsten, dont vous parliez tout à l'heure, Kirsten qui est étudiante en philo, qui est aussi danseuse. Kirsten, c'est quand même un corps très vivant. D'ailleurs, sa stratégie vitale, parce que, en fait, ce qui m'intéresse chez eux tous, ce sont leur stratégie vitale, leur stratégie de survie. Kirsten, ça va être le désir amoureux, la rencontre amoureuse. Bon. Mais elle a aussi ses instruments philosophiques, ses instruments intellectuels. Elle fait de la philo, elle travaille sur la question du rapport entre le pouvoir absolu et l'état d'exception, l'état d'urgence. Et elle s'inquiète effectivement de la façon dont des mesures exceptionnelles sont intégrées au droit commun. Et elle se dit
que ce qui se passe là est en train d'ouvrir grand un boulevard à l'extrême droite. En fait, il arrive à Kirsten ce qui m'est arrivé, pour dire les choses très simplement, je venais à l'époque de finir, cette fois dans mon autre vie, dans ma vie philosophique, j'ai travaillé sur Plotin quand j'étais plus jeune, et depuis j'ai fait d'autres choses, et j'ai notamment un grand chantier philosophique, une archéologie de la puissance, et j'ai vraiment travaillé sur cette question-là, c'est-à-dire que, voilà, sur la question d'articulation, je disais, entre pouvoir souverain et état d'exception. Et je venais de finir un livre qui s'appelle Genèse, d'écrire un livre qui s'appelle Genèse du Dieu souverain, et tout à coup, ces concepts sur lesquels j'avais travaillé prenaient mon corps, prenaient nos corps, enfin, devenaient complètement concrets, complètement incarnés, se mettaient à régir notre quotidien. L'exceptionnel devenait la norme, l'urgence devenait un état, enfin, ça aussi c'était une expérience complètement inédite. Qu'est-ce qui se passe quand un concept prend corps? Alors, moi je suis très attentive à maintenir distincte ma pratique littéraire et ma pratique philosophique. C'est vraiment comme si je parlais deux langues. Je ne crois pas du tout que la littérature soit faite pour illustrer des thèses. Mais c'est vrai que la philosophie est plus présente dans une base vie qu'elle ne l'était ailleurs, dans les autres romans. Elle est là à travers le personnage de Kirsten, et parce que il y a cette expérience. Et je pense que de toute façon, cette expérience du pouvoir complètement inédite, et qu'on a faite, que là encore, je pense que c'est une expérience, quelles qu'étaient les politiques gouvernementales, le monde entier a fait une expérience inédite du pouvoir. Tout à coup, on s'est trouvés tous, et là encore, quand je dis tous, c'est à l'échelle mondiale, suspendus à des décisions qui pouvaient être les décisions de confiner ou les décisions de ne pas confiner, lesquelles ont été aussi catastrophiques. C'est aux États-Unis, au Brésil, qu'il y a eu le plus de morts. Mais on a fait aussi une expérience inédite du pouvoir. Et du même coup, une expérience inédite du langage. Parce que ça aussi, c'est quand même quelque chose une chose extrêmement troublante, et que dont le livre essaie de garder trace. C'est-à-dire qu'on s'est tous mis à parler une nouvelle langue. Et une nouvelle langue qui persiste. On a perdu des gestes, on ne se serre presque plus la main, on hésite à s'embrasser, encore maintenant. Mais on continue à parler de, je sais pas quoi, de télétravail, de présentiel, de distanciel. Et j'ai voulu, c'est vrai, consigner en italique cette langue, aussi pour désamorcer la sourdine de l'habitude, aussi pour rappeler que rien de ce qui s'est passé là n'allait de soi. Alors, la littérature, je pense que est faite pour ça aussi, quand même, pour et bien justement pour aller contre la répétition, pour aller contre l'habitude. D'où la question aussi de la forme. On parlait de Pérec tout à l'heure. Pardon, je suis peut-être un petit peu longue, mais... Vous précédez mes questions, mais très bien. Ah non, mais alors, au contraire. Non, je voulais simplement dire, pour terminer, qu'il y avait dans cet immeuble une avocate, une comédienne, enfin une fille qui fait du théâtre et qui est enceinte, d'ailleurs... Claire Coissy. Voilà, Claire, et qui est d'ailleurs enceinte au début du roman. Et sa grossesse se termine quasiment à la fin, quoi. La gestation est la même que celle de la construction du roman, quoi. Et enfin bon, bref, il y a, je sais pas quoi, il y a donc l'avocate maintenant, il y a François, le père de la petite fille qui est séparé et qui vit dans un appartement tout en haut, et c'est lui justement qui peut observer le chantier, travailler avant. Pour chacun de ces personnages, vous indiquez précisément à chaque fois à quel endroit dans l'immeuble, à quel étage, quelle porte droite, etc. Et je voulais savoir quelle était la signification en fait, de leur place dans l'immeuble à chacun. Oui, merci. Alors, au début, mais c'était cette question-là de comment trouver le principe de liaison, c'était comment jouer aussi, comment réintroduire du jeu. J'ai eu cette fois. Alors, je ne sais plus comment je les ai logés, très sincèrement, je ne sais plus. Je sais que, évidemment, je voulais saison pour saison après saison
inventer des itinéraires différents dans l'immeuble. Donc au début c'est simple, on va de bas en haut, c'est ce sens-là qui est inversé à la fin, et puis entre-temps, le lien il peut se faire autrement, je ne vais pas dire comment, mais parce que ça fait partie du jeu invisible avec le lecteur ou la lectrice, mais ça peut être un regard sur le chantier, ça peut être, ça peut être différentes choses. Mais il y avait cette... Oui. C'est parce que je me demandais cet immeuble, cet endroit où chacun parle son langage, où les gens vont se croiser parfois sans même le savoir, s'entendre les uns les autres, sans savoir que l'un... si ça n'est pas... Ça fait penser évidemment à l'histoire de la tour de Babel, mais c'est aussi, pas seulement Babel, mais c'est des balbutiements, et je me demande même si c'est pas une tour de Babel. Oui, c'est vrai, merci. Oui, c'est vrai que c'est aussi un échafaudage de langue, de celle encore enfantine de Livia. Oui, en effet, merci. Mais pour revenir sur la question de la construction, on parlait de Pérec tout à l'heure, donc il n'y a évidemment pas du tout un cahier des charges virtuose, complexe comme celui de la vie de mode d'emploi. Voilà, donc je n'ai pas de déplacement sur un jeu d'échecs, tout ça. Mais aussi parce que les contraintes finalement avec lesquelles j'ai travaillé, eh bien, ce sont les contraintes que le réel lui-même nous a imposées. Et c'est ça la différence entre les habitants du 11 bis rue Vinclair. Ils habitent 11 bis rue Vinclair, donc ça c'est un hommage à Pérec, de même que le personnage de Georges Scoleri, c'est un hommage à Pérec. En fait, le nom qu'il porte était le nom de jeune fille de la mère de Pérec. Et donc rue Vinclair en hommage au personnage récurrent chez Pérec, 11 bis. Parce que comme vous savez, l'immeuble de la vie mode d'emploi, c'est 11 rue Simon Creveillet. Donc j'ai semé des petits, un petit jeu de piste comme ça. Une fois de plus parce que j'avais plus que jamais besoin de jouer pour réinjecter de la vie dans tout ça. Mais évidemment, on a une différence majeure entre le 11 rue Simon Creveillet et le 11 bis rue Vinclair. C'est que chez Pérec, on se croise. Il y a des parties communes, comme il dit. On se rencontre dans l'escalier, on se rencontre dans l'ascenseur, on se rencontre sur le palier. Là, il n'y a plus de parties communes. Plutôt, on ne s'y retrouve pas. Donc, c'était, comment, en fait, faire en sorte qu'ils se rencontrent. La partie commune, effectivement, c'est le roman. C'est aussi le roman en train de se construire. C'est aussi ce chantier qui obéit à des accélérations étranges, à une temporalité qui n'est pas celle du roman. Certains personnages sont concernés de voir s'élever et boucher la vue, d'autres à l'inverse, comme François aime à lire ce qui se passe là, ce jeu des matériaux. Je disais tout à l'heure que j'avais besoin de jouer. Je crois que la littérature ne peut pas changer le monde, ça se saurait. Je crois qu'elle a mieux à faire que consoler. Je pense qu'elle peut remettre en chantier, rejouer. Et que rejouer le réel, c'est déjà une façon d'en triompher. Et là, j'ai cherché, c'est vrai, à remettre cette période en chantier, très littéralement, à travers parce que ce que vous évoquez. Vos personnages, ou est-ce que c'est la même, je ne sais pas, à un moment, par rapport à toute cette confusion qui les envahit, dit penser, c'est distinguer. C'est Manon qui dit ça. Dit penser, c'est distinguer. Or, c'est ce qu'essaye de faire personnellement, surtout Kirsten. Et quand elle réfléchit justement à ces lois, ces injonctions, aux limites du pouvoir, enfin, qu'est-ce qu'on doit accepter du pouvoir, etc. Elle note à propos des législations d'exception, des liens avec la démocratie, que ça revient à légaliser l'illégal. Oui, c'est tout le paradoxe de ce qui s'est passé là, en fait.
accepter des choses pour sauver sa vie, quoi, en fait. Introduire des mesures d'exception dans le droit commun. De nombreux juristes en sont inquiétés. Après, une fois de plus, eux cherchent du même coup, chacun à sa façon, non pas à s'inventer ses propres lois. Là, je pense à Manon, parce que Manon est avocate. Manon va tomber passionnée, va avoir une grande histoire d'amour avec un détenu, un client, donc une chose complètement interdite, mais peut-être aussi parce que justement elle a besoin d'aller contre le langage. Elle est effrayée par, vous vous souvenez peut-être de l'injonction à la distance sociale. Mais qu'est-ce que ça veut dire, distance? Elle a besoin de franchir la distance sociale. Donc Manon est issue d'une grande famille marocaine, patricienne. Elle tombe amoureuse d'un ouvrier italien qui travaille sur le chantier de Notre-Dame. Et sans doute, elle a besoin de franchir la distance sociale, de tomber amoureux. Comme elle et Kirsten, c'est vrai, leur stratégie de survie en passe par le désir, amoureux. Elles sont, peut-être qu'elles s'en sortent mieux que certains des hommes du roman. Elles s'en sortent certainement mieux qu'Emmanuel Mulin, mais ça passe par là. Oui. Parce que les corps sont exilés, parce que la ville est vide et que les lieux sont déserts. En fait, cet amour, cette passion amoureuse et physique, elle dit, lui a rendu son corps. Oui. Et retrouver son corps, c'est un des enjeux du... Exactement. Ah oui, c'est vraiment un enjeu du... Oui, vraiment. Et par-delà toutes les... Parce que ce sont nos corps quand même qui ont été les premiers altérés, enfin vous le disiez tout à l'heure, à bout de souffle. On avait peur du souffle des autres, est-ce qu'on se souvient de ça aussi? Qu'est-ce que c'était? Changer de trottoir quand on croisait quelqu'un parce qu'on avait peur. Changer de trottoir quand on croisait un dogger parce qu'on avait peur de son souffle. Qu'est-ce qui nous est arrivé? Je ne sais pas, moi bon voilà, comme vous l'avez compris, j'ai du mal à me remettre de ce qui a complètement chaviré dans mon rapport aux autres. Et ces corps-là, oui, il y a aussi le corps enceint de Claire Kouassi. Qu'est-ce que c'est que porter la vie dans un monde mort, dans un monde à l'arrêt? Qu'est-ce que c'est qu'accoucher avec un masque? Qu'est-ce que c'est plus enfin, elle se construit dans ces cas-là, c'est-à-dire comment à la fois mettre mon enfant au monde et l'en protéger, comment obéir à cette double injonction-là. Et Claire, elle est hantée par elle est ivoirienne, elle est hantée par la légende de la maladie magique, le nzom que lui racontait sa grand-mère ivoirienne. Chez elle, c'est ça qui ressurgit aussi. Oui, et il y a on y faisait allusion tout à l'heure, vous y faisiez allusion tout à l'heure, aussi ces cérémonies, si je puis dire, d'enterrement. Vous dites que ce sont des expressions. Oui, voilà, c'est ça. La mort sans trace. Oui. La mort qui ne laisse pas de trace, quelque chose qu'on ne peut pas emporter, auquel on ne peut pas assister. Et tous ceux qui ont dû enterrer des corps à la sauvette. Qui n'ont pas pu assister aux funérailles. Oui, donc il s'agit aussi à travers ce livre d'inventer un autre rituel aussi pour héberger les morts. Oui. Voilà. J'ai vu qu'il y a dans le roman, d'ailleurs c'est des passages assez drôles parfois, beaucoup de situations de tentations amoureuses ou de tentatives de séduction, notamment les pères qui sont isolés ou qui sont séparés et qui essaient de séduire sur l'étudiante, enfin bref. Et tout ça ne marche pas follement. Et notamment, il y a un de ces personnages qui croise le fameux Emmanuel, des tas de projets loufoques
et réussir, notamment celui de faire de l'alimentation lyophilisée. Il lui donne un de ses sachets, l'autre va manger un bœuf lyophilisé, du bœuf lyophilisé chez lui. Et je me suis dit, mais c'est pour ça que ces amours ne marchent pas. C'est parce que cet amour n'a rien pour s'alimenter en réalité. Et c'est un peu le cas des personnages qui sont dans, enfin, l'amour ailleurs, mais pas dans l'immeuble, en tout cas. Bon, enfin, passons. Oui, cette question alimentaire m'avait un peu intrigué. Vous parlez aussi... On aussi... était tous très passablement dénutris. Enfin, je veux dire, qu'est-ce qui se passe quand on peut plus s'alimenter au monde, aux autres quand la rue devient l'espace de la séparation et que le seul rapport qu'on ait encore au monde passe par les écrans, bon voilà, ça encore, ce sont... Quand on est privé aussi privé de spectacle, enfin il y avait privé de... Enfin, il y avait quand même aussi cette folie-là de... vous savez, ce partage du réel entre l'essentiel et l'inessentiel était désigné comme inessentiel, tout ce qui donne sens à la vie. Les universités, les librairies au début en tout cas, les spectacles, les loisirs improductifs, les jardins, les supermarchés étaient ouverts, les jardins publics étaient fermés. Cette espèce une fois de plus, de partage du réel complètement fou, en fait, complètement délirant. Ouais. Qu'est-ce qui change, enfin, qu'est-ce que vous pouvez nous expliquer de ce qui change dans ce roman entre le premier confinement, enfin pour les personnes, entre le premier confinement et le reconfinement, parce que entre les deux, il y a un été qui se passe où les gens, ils ont dit dire, on ne va pas enfermer les gens tout l'été, ça va être invivable. Et donc tout le monde a ressorti, et au mois d'octobre, je crois, ça a recommencé. Ouais. Ça a recommencé. Ouais. Mais qu'est-ce qui change en fait, en France. Ouais, dans la vie des personnages, parce que vous les faites passer d'une saison à une autre. Est-ce qu'il y a quelque chose il y a plein de choses qui changent, je ne vais pas penser peut-être pas le raconter, mais alors, il se passe plein de choses. Il se passe plein de choses, mais... Il y a dans votre livre qui est très intéressant, parce que pendant tout ce confinement, tout le monde a parlé de la peste de Camus. Mais il y a un autre texte très, très intéressant, vous citez, c'est le journal de la peste de Defoe. C'est très beau ça. C'est très beau, c'est un journal fictif, mais c'est très étonnant de voir... Parce que, enfin, alors je pense que Camus a quand même en partie inspiré la politique gouvernementale, mais Defoe c'est vraiment très bien, parce que la peste, à mon sens la peste, ce roman à mon sens est très très problématique, mais je vais faire de la peste une métaphore de l'occupation et la collaboration, ça ne va pas pour plein de raisons. Bref, c'est un personnage qui dit ça, on dit d'en parler. Defoe, c'est une fausse chronique qu'écrit Defoe, mais on retrouve tellement de choses, et ça aussi c'était quand même une chose stupéfiante à l'époque. C'était l'impression d'être à la fois, enfin je ne sais pas si vous avez eu cette impression-là, mais d'être écartelé entre un futur complètement dystopique et un passé complètement archaïque. C'est-à-dire qu'il y avait quand même aussi des résurgences oui, effectivement, des grandes épidémies du Moyen-Âge. Donc chez certains des personnages, c'est ça. Et commencer par Kirsten, d'ailleurs. Kirsten qui, au tout début du livre, est malade, comme je l'étais moi aussi, pouf, 14 mars, tout de suite, premier jour du confinement. Et elle a l'impression, porte en elle le mal qui met le monde à l'arrêt, et a l'impression d'être une sorcière, enfin, d'autant qu'à l'époque on ne savait rien, on n'avait même pas de masque, on n'avait évidemment pas de vaccin, même les médecins, les pauvres médecins n'avaient pas de masque. Donc aussi cette résurgence d'un passé archaïque.
Il y a diverses réflexions sur le roman, etc. Réflexions qu'on retrouve, d'ailleurs, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, dans un essai extrêmement intéressant que vous avez publié juste après ce roman, voilà, La lettre absente, que je vous conseille évidemment. Peut-être après avoir lu ce livre-là, ce sera plus intéressant. Enfin, plus intéressant, je ne sais pas, parce que justement, je voulais vous faire parler. Je voulais vous faire parler d'un passage qui m'a intéressé en s'approchant de la fin de la deuxième partie, je pense, on pourrait peut-être en lire une partie, donc aux alentours de la page 197, peut-être juste avant 195, si vous voulez. Qui est, justement, cette histoire de la lettre absente que vous allez pouvoir nous expliquer, peut-être, et qui me paraît être une réflexion sur l'écriture. Donc c'est Georges, celui qui parle. Donc c'est un vieil helléniste, entre autres. Quand il songe que ces lettres servent désormais à désigner les variants du virus, alpha, bêta et à présent gamma. Il préfère ça à la nomenclature géographique du début. Variant anglais passe encore, mais variant africain non. Il sait quels poisons peuvent véhiculer les mots, il sait qu'au commencement est toujours le langage, mais il ne se résout pas à voir ces lettres qui en ce moment se brouillent sous ses yeux, vissées sur le monde auquel elles lui permettaient d'échapper. Ira-t-on ainsi jusqu'à l'oméga, et combien d'années encore? L'alphabet grec suffira-t-il à contenir le virus, ses conjugaisons, ses déclinaisons, son manuscrit brouillon de mauvais moines copistes? Ou faudra-t-il tout reprendre à zéro, d'alpha à oméga, vague après vague, reconfinement après reconfinement, numéroter les variants comme le fait Proclus avec ses théorèmes pour redonner le chaos? Il s'égare. Le grec n'est plus qu'une nappe confuse et floue, ses yeux sont fatigués. Il faut regarder à 6 mètres de distance, comme lui l'a conseillé son médecin, de l'autre côté de la rue, l'immeuble qui prend forme si vite, où jour après jour, sable, poussière et boue se métamorphosent en une géométrie solide et habitable, domptée par le nombre d'or. Le chat lève la tête aussi, le chat lève la tête lui aussi, regarde par la fenêtre, puis tourne vers lui ses yeux verrons avant de reposer son museau sur ses pattes devant les 3 photos. Toutes lui sourient, Mado au manteau blanc et aux lèvres andrinoples, Jean Seberg frissonnante sous le fog, Laura avec son bon beurre noir et sa ribambelle d'anneaux d'argent. La lettre absente. Cher Georges, vous souvenez-vous de ce que Scholem écrit de la lettre absente de la Kabbale? Cette lettre qui manque à tout alphabet, cette lettre dont, livre après livre, on ne cesse de traquer le son et le tracé, et qui, si on la trouvait, vaincrait le mal, rendrait forme au monde, le réparerait. La petite a raison. Il faut travailler, continuer, traduire, lire, écrire, chercher sous toutes les phrases, sous tous les mots, la lettre absente dont ils procèdent, à laquelle se suspendent leur foi aveugle, leur espoir insensé. C'est vraiment un passage très, très beau, très fort, et qui met la création, l'écriture, la quête de soi-même au premier plan. Est-ce que c'est finalement pas la meilleure réponse? Parce que dans votre roman, il y a aussi un personnage qui est le contraire de ça, qui essaye d'écrire un roman et qui enfin, d'abord, le personnage d'Emmanuel, c'est le contraire de ça, évidemment, le conspirationniste, ça, mais il y a aussi le compagnon de Hugo, qui essaie d'écrire un roman, qui n'y arrive pas, et d'ailleurs, on finit par se demander avec lui, mais est-ce que c'est possible d'écrire un roman pendant le confinement, quoi? Et cette quête de la lettre absente, vous pouvez en parler? Oui, c'est en effet le nom que j'ai choisi pour ce recueil, et
Et voilà, j'ai déposé cette quête-là sur Georges. Comment appeler ça? Ce mythe, cette légende transmise par la mystique juive, donc par la Kabbale, cette idée selon laquelle tout le mal, tout le négatif du monde tiendrait à l'absence d'une lettre. Une lettre absente de la Torah ou de l'alphabet divin primitif, on ne sait pas. En tout cas, bien sûr, quand on est écrivain, écrivaine, lecteur, lectrice, comment ne pas se dire que livre après livre, on traque la lettre absente. Alors non pas pour l'inscrire à tout prix, je ne crois pas, non pas pour la forcer dans le texte. Je crois que la lettre absente, elle doit justement opérer comme un principe de jeu, JEU, c'est-à-dire qu'il faut transformer son absence en un manque moteur et qui du même coup suscite sans cesse de nouvelles formes, sans cesse de nouvelles métamorphoses. Je disais tout à l'heure, je crois vraiment qu'écrire la question de la forme pour moi est importante, mais ça n'est pas par formalisme. Je crois qu'en fait dire le réel sous une forme habituelle, c'est s'y habituer. Et qu'une forme nouvelle, à l'inverse, c'est comme une clé pour ouvrir une nouvelle région du réel, une région qui n'a pas été explorée. Et je ne peux commencer un nouveau roman que si je trouve une forme. Pour Zone Basie, j'ai beaucoup tâtonné parce que, donc, je vous disais tout à l'heure, je voyais les journaux de confinement, ça ne me paraissait pas du tout adéquat. Ça me paraissait même en un sens dangereux, pas exagéré, mais voilà, ça asphyxiant, quoi. D'autre côté, je voyais des essais, les sciences humaines ont très vite commencé à faire leur travail, et justement, là non plus, ça ne suffit pas, puisque les corps ont quand même été les premiers affectés. Comment intégrer cette dimension-là charnelle, profondément charnelle? Ça, seul le roman peut le faire. Et donc voilà, je prenais des notes, j'accumulais des documents, des matériaux, des récits, des photos, mais je ne trouvais pas. Et puis, oui, vous me posiez la question tout à l'heure, ce titre, eh bien c'est justement en passant devant un chantier à Fécamp. C'était très beau, c'était sur un pont entre les deux rives, entre le quai Bérigny et le quai Maupassant. Et il y avait un chantier pour un nouveau bassin de pisciculture. Donc c'était très beau parce que voilà, c'était ouvert sur l'océan. Et sur ce chantier qui venait tout juste d'être installé, j'ai lu ces trois mots, cette pancarte Zone Basie, donc sur les baraquements des Adjeko. Et tout à coup, sans que je sache du tout pourquoi, j'ai su que ces trois mots allaient être le titre d'un roman, que donc le livre serait un roman. C'était comme s'ils condensaient, comme si leur sonorité, leur juxtaposition condensait mon expérience de cette période-là. Et du même coup, ces trois mots ont appelé la forme du chantier. Le chantier a appelé la forme de l'immeuble a appelé le jeu avec Pérec. Et les choses se sont... Et après, tout est allé très vite, les choses se sont... Très vite, non. Parce que là, le travail de construction pour ce livre-là a été particulièrement long, parce que c'est vrai qu'il est pour moi inhabituellement narratif. Je n'ai jamais travaillé à cette échelle narrative, enfin avec autant de personnages. Il y a les 8 principaux, mais il y en a beaucoup d'autres aussi à travers eux. Mais je pense que justement, j'avais besoin de cette échelle-là pour diffracter, pour essayer de rendre un tout petit peu justice à la dimension folle de ce qui s'est passé. Vous interrogez pour s'acheminer tranquillement vers notre conclusion. Sur une des dernières images qu'il y a dans ce livre, parce que on finit par enlever les échafaudages, etc., qu'il y a devant l'immeuble d'en face, donc les travaux sont terminés, et tout d'un coup, par les yeux de Livia, dont on finit d'ailleurs par se demander si c'est pas la vraie narratrice du livre, quoi. On s'aperçoit que les deux immeubles se font face, et même
sont en quelque sorte le miroir l'un de l'autre. Et évidemment, le miroir, tout le monde connaît la citation de Stendhal, qu'un roman c'est un miroir promené le long d'un chemin. L'image du miroir et du roman correspondent, et finalement, ce sont à la fois deux vies de Lilia qui se font face, et aussi deux romans. C'est le moment un peu de reconnaissance entre Zone Basse-Vie et son grand modèle de la vie, mode d'emploi. Et c'est peut-être aussi une réponse, parce que la vie, mode d'emploi, c'est une question. C'est quoi la vie, mode d'emploi, quoi? Eh bien, c'est peut-être justement pour tous les personnages à la fin d'arriver à parler en chœur et chacun de partir vers son destin. Oui, merci beaucoup. Oui, la vie mode d'emploi, c'est comment survivre, mais cette fois en un autre sens, c'est-à-dire ce mot-là de survie dans son ambivalence, pour moi l'une des clés du rapport à l'écriture. Je pense que l'écriture, la littérature permettent à la fois de survivre au sens où elles permettent de résister aux puissances mortifères, mais qu'elles permettent de survivre aussi au sens où elles permettent de vivre une vie de grand vivant, une vie de grande vivante, une vie plus intense. Et finalement, tous sont animés, à l'exception d'un, celui qui ne va pas sortir, qui ne va pas s'en sortir, qui s'enfonce sous terre. Tous sont animés par ce grand désir vital. Et donc à la fin, il y a cette question aussi il y a la question du modèle, du miroir, en effet. Il y a la question de la répétition aussi. C'était ça aussi, c'était comment on sort des puissances mortifères de la répétition. La répétition, on le sait, c'est une puissance mortifère, c'est une puissance névrotique. Comment on sort de la répétition? Et bien chacun a sa façon, invente une façon d'en sortir. Une dernière chose qui est très belle, je peux la révéler parce que c'est pas un élément de suspense, hein, c'est que complètement gâteux, Claire, quand son enfant vient au monde, elle lui parle et elle lui dit regarde de tous tes yeux, regarde Nathanaël. Et d'abord, c'est une injonction qui est très belle, regarde de tous tes yeux, c'est le contraire du confinement, quoi. Regarde au loin, regarde Nathanaël. Et surtout, évidemment, ce terme de Nathanaël nous fait penser que c'est une allusion, un éloge des nourritures terrestres. Merci beaucoup, vous êtes le premier à le voir, alors que oui, ça crève les yeux. Et justement, elle regarde de tous tes yeux, regarde, je vous remercie aussi, c'est tellement important, parce que je parlais tout à l'heure, je vais être très rapide, mais je parlais tout à l'heure du caractère inhabituellement romanesque pour moi de ce roman-là. C'est vrai que jusqu'à présent, mes romans travaillent beaucoup avec la poésie, avec des insertions poétiques, des ruptures poétiques, c'est de ça qu'il est aussi question dans La lettre absente. Et avec celui-ci, c'est différent. Alors il y a quand même un poème de John Donne, un poète anglais, un poème qui s'appelle La Corona, parce qu'en fait il s'agit de tresser une couronne, chaque sonnet reprend un vers du précédent, et c'est cette structure-là que j'ai appliquée à la fin, avec laquelle j'ai joué à la fin. Mais les instants, des choses un peu... Mes romans étaient très suspendus, sont très suspendus, mais comme... Voilà. Aux instants de foudre, aux instants d'émerveillement, aux instants... Voilà, des instants de sidération, une sidération qui peut être vécue, alors là en l'occurrence dans une forme d'angoisse, mais qui peut aussi être vécue dans l'éblouissement. Mais c'est vrai que j'écrivais beaucoup sur les instants de foudre, disons, pour dire les choses comme ça, sur l'extraordinaire. Et avec toute cette affaire-là, toute cette période-là, il m'est arrivé une chose étrange, c'est que quand le monde, quand la vie normale a repris, eh bien, toute appellation, elle me suffisait. C'est-à-dire que c'était le quotidien qui devenait merveilleux, l'ordinaire devenait extraordinaire. Enfin, pouvoir juste rencontrer des gens dans la rue,
prendre un café, écouter des conversations de nouveau. J'écoute beaucoup, évidemment, là, le livre est très tissé de choses, de langage que j'entends, que j'ai attrapé, de mots que j'ai pu entendre. J'étais privée de tout, enfin, on était tous privés du bruit du spectacle du monde, du bruit du spectacle direct du monde. Quand j'ai retrouvé ça, j'ai été comblée. C'est une expérience que je dépose sur le personnage de Manon, qui ne se suspend plus à la rencontre, qui simplement, et c'est effectivement, et ce mot-là, regarde, cette injonction-là, regarde de tous tes yeux, regarde, c'est celle de Claire à son bébé, à son enfant, Nathanaël, à son petit garçon, et c'est celle aussi de Manon, mais il se trouve que c'est aussi l'épigraphe que Pérec a choisi pour la vie mode d'emploi et qu'il emprunte à Jules Verne, qu'il emprunte à Michel Strogoff. Bon, c'est sur cette révélation qu'on peut peut-être mettre un terme à notre discussion en vous invitant évidemment à venir continuer de regarder avec Gwenaëlle, et si vous voulez bien rester un peu pour signer quelques livres et puis peut-être boire un verre aussi Voilà, si on reconstituera. Voilà, Merci. merci infiniment. Il faut qu'on fasse comme d'habitude avec les choses. Là, je vous écoute. Je vais chercher.